Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission qui porte sur l'analyse des évolutions et des perspectives sur les marchés financiers. Nous allons essayer de vous apporter des éléments clairs, simples et concrets sur ces évolutions et parler des problématiques auxquelles vous pouvez faire face quand vous êtes actif sur ces marchés. Bienvenue dans Market Insight. Nous allons aujourd'hui parler plus précisément des marchés financiers de change, ainsi que du marché des taux d'intérêt, ainsi que de la dette privée. Et pour cela, nous avons avec nous aujourd'hui Lamia Fès et Yuls Genoun. Merci pour votre présence et bienvenue. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Vous avez le chat qui est disponible pour poser vos questions. On essaiera d'y répondre à la fin de l'émission. Et également, vous allez avoir un QR code qui va s'afficher à la fin de l'émission pour vous permettre de répondre à une enquête de satisfaction. Je vous insiste vivement à le faire parce que ça va nous permettre d'améliorer la qualité de service qu'on peut vous offrir en tant que salle des marchés de Tijari Wafa Bank. Et on va commencer maintenant en rentrant au vif du sujet et en parlant du marché de change, Younes, je vais te poser la première question qui intéresse un peu tout le monde. De quoi dépend le dirham? Alors merci Lubaba. Donc, de quoi dépend le dirham? Le dirham dépend de deux principaux facteurs. On a le premier facteur qui est l'international avec l'euro-dollar, puisque le dirham est indexé sur un panier euro-dollar, donc à hauteur de 60% euros et 40% dollars. Donc quand on a l'euro-dollar qui bouge, eh bien, ça impacte automatiquement toutes les devises étrangères contre dirham. Donc ça, c'est le premier facteur. Ensuite, on a le second facteur qui est donc la liquidité locale en devises sur le marché marocain. Donc qu'est-ce que la liquidité? C'est tout simplement l'offre et la demande. L'offre vient des exportations, des recettes MRE et du tourisme. Et la demande vient des importations, de l'énergie et des équipements. Notamment, il y a plusieurs importations et autres secteurs qui font du commerce. Alors le mécanisme est très simple. Lorsque l'offre est importante, on a un dirham qui s'apprécie et donc toutes les devises étrangères contre dirham tendront à baisser. Et lorsque la demande est importante, on va observer une tension sur le marché et on aura toutes les devises étrangères contre dirham qui tendront à augmenter. D'accord. Et en fait, on entend de plus en plus le mot flexible dans les journaux, dans les différents articles qu'on peut lire. Qu'est-ce que veut dire réellement un dirham plus flexible? Alors, depuis 2018, le Maroc a accéléré sa transition vers un régime de change plus flexible. D'accord. L'objectif étant tout simplement de mieux absorber en fait les chocs externes et de rendre l'économie marocaine plus compétitive. Donc on est passé par une première phase en 2018 où il était question d'élargir la bande à plus ou moins 2,5% autour d'un cours central. Ensuite est venue une seconde phase en 2020. Après l'atteinte des objectifs qui ont été initialement fixés par Banque El Maghreb, la bande a été élargie à plus ou moins 5%. Donc on est passé de 2,5 à plus 5%. Exactement. Alors l'idée à terme pour Banque El Maghreb, c'est de pouvoir piloter davantage l'inflation plutôt que le cours de change. Et je dirais que cette situation n'est pas un changement isolé, mais plutôt une étape dans l'évolution du cadre monétaire au Maroc. D'accord. Généralement, quand on a plus de flexibilité dans un marché, c'est-à-dire qu'aussi, il y a plus de volatilité et donc plus de risques. Alors, comment on voit cette volatilité sur le marché de change marocain? Alors, effectivement, on constate un peu plus de volatilité sur le marché, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'on est face à une bande de fluctuation qui a été élargie à plus ou moins 5%. Donc, le dirham a mécaniquement plus d'espace pour varier. Et ce qui était compressé avant s'exprime aujourd'hui librement. D'accord. Et on a une deuxième raison, c'est tout simplement un marché de change marocain qui est de plus en plus mature. On a un volume interbancaire en 2018 qui est passé de 150 milliards de dirhams à plus de 300 milliards de dirhams aujourd'hui. Alors on a des banques qui s'échangent leurs devises entre elles sans l'intervention de Banque El Maghreb, qui d'ailleurs n'est plus intervenue depuis 2018. Et ça prouve la maturité auquel on est arrivé au fur et à mesure des années. Absolument. On a en fait une offre et une demande qui s'ajustent librement, ce qui engendre une volatilité plus marquée. Mais je dirais que c'est le prix à payer pour cette maturité qu'on observe aujourd'hui sur le marché de change au Maroc. Et plus d'indépendance de notre politique monétaire aussi. C'est exact.
D'accord. Alors, si on regarde un peu ce qui s'est passé concrètement, et je pense qu'on peut voir les graphes, ils vont s'afficher directement sur la plateforme, notamment de la liquidité. Si tu peux un peu nous expliquer pourquoi ces évolutions de la liquidité au fur et à mesure des années. Alors, tel qu'on peut le voir sur le graphique de la liquidité, on a l'évolution depuis 2018 à aujourd'hui. Sur la partie supérieure, vous avez la bande max qui est fixée par Banque Maghreb à plus 5%. Sur la partie inférieure, vous avez la bande mine à moins 5%. Et le zéro correspond au mid-BAM donc du panier, donc l'équivalent des 60% euros et 40% dollars à l'instant T. D'accord. Donc si on regarde sur le graphique, en début d'année, on était sur un niveau de liquidité à moins 3%. Et aujourd'hui, on se situe plus vers les moins 2%. Donc cette baisse de liquidité, ce resserrement, je dirais, Oui. se traduit principalement par une reprise des importations et le redémarrage de certains secteurs clés tels que le secteur automobile, le textile et le BTP. Et on peut s'attendre sur le troisième trimestre à des choses qui évoluent dans quel sens? Alors, sur le troisième trimestre, on peut s'attendre à un assouplissement de la liquidité dû à la période estivale que l'on connaît tous, D'accord. avec donc les billets de banque étrangers. Et puis le deuxième facteur dont tu as parlé tout à l'heure, c'est aussi l'euro-dollar. Donc, comment on peut voir aujourd'hui l'euro-dollar, l'évolution, expliquer tous les mouvements qu'on a pu voir sur ce marché-là? Alors, sur l'euro-dollar, tel qu'on peut le voir sur le graphique, on note un pic à un niveau de 1,20 en début février et on est dans les alentours des 1,16 aujourd'hui. Donc cette baisse de l'euro-dollar démontre un renforcement du dollar et ce renforcement est justifié principalement par le contexte actuel géopolitique avec les tensions au Moyen-Orient et également la hausse du prix du baril du pétrole. Mais on a également cette inflation qui est persistante aux États-Unis, qui exclut toute éventuelle baisse de taux durant l'année 2026. Donc pour toutes ces raisons, on a des investisseurs qui aujourd'hui se tournent plutôt vers une valeur refuge, qui est donc le dollar. D'accord. Et si on combine les différents facteurs, est-ce que tu as un niveau cible à atteindre ou à voir sur les prochains mois? Alors, je dirais que d'un point de vue perspective, au niveau de la liquidité, on se situerait plutôt dans les moins 2 à moins 3%. Et pour l'euro-dollar, le biais reste vers un dollar renforcé. Plus fort, ok. Donc on voit bien qu'il y a plus de flexibilité, plus de volatilité, que ce soit sur la liquidité ou l'euro-dollar. Historiquement, de toute façon, c'était le cas. Si une entreprise opère sur ce marché, comment peut-elle se protéger contre cette volatilité nouvelle qui va crescendo? Alors, aujourd'hui, il est possible de mieux gérer son risque de change en utilisant des instruments de couverture. Le premier instrument, c'est le change à terme, appelé également le forward, qui vous permet tout simplement de fixer votre cours dès aujourd'hui pour une date future. Et l'objectif à travers ce produit, c'est de sécuriser sa marge ou son coût d'endettement. Et il est possible de traiter ce type de produit sur des durées assez longues, pouvant aller même au-delà d'un an. Le second produit, c'est donc l'option, avec ses différentes stratégies, où là, il est possible donc de se protéger contre un mouvement défavorable du marché, mais on se laisse une certaine flexibilité à l'échéance. Donc on est couvert, mais on profite d'un mouvement favorable du marché, le cas échéant. Alors, la durée maximale pour ce type de produit est généralement limitée à un an, sauf autorisation exceptionnelle. D'accord. Et alors, si on voit les conditions de marché aujourd'hui, donc les niveaux que tu as décrits de l'eurodoll, de niveau de la liquidité, quelles sont les opportunités qui sont offertes aujourd'hui aux entreprises qui opèrent sur le commerce à l'international et qui sont exposées au change donc? Alors, ce qu'il faut savoir à travers ces produits, c'est que d'abord, la volatilité, elle est là, elle existe, mais elle se gère à condition d'anticiper avec les bons outils. Et je dirais qu'avec les niveaux actuels, les voyants sont au vert d'un point de vue liquidité et euro-dollar pour les exportateurs euros, puisqu'on est passé d'un niveau de 10,50 à 10,80 sur les 6 derniers mois, et donc des niveaux qui sont jugés intéressants pour la mise en place de couverture, et également pour les importateurs dollar MAD, puisque les niveaux sont dans les alentours de 9,20 à 9,25, donc des niveaux qui sont également intéressants pour la mise en place de couverture. Donc, s'il y a un conseil qu'on peut donner, il y a une fenêtre de tir pour les exportateurs euros et les importateurs dollars.
C'est exact. D'accord. En tout cas, pour aujourd'hui, dans les conditions actuelles. Absolument. En sachant que bon, tous les chiffres et les cours qui ont été communiqués sont communiqués à titre indicatif pour juste vous donner une valeur absolue de référence pour voir un peu le marché, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup Younes pour Merci à toi. ces éclaircissements. On va passer à la partie taux d'intérêt et dette privée, mais avant tout, j'insiste encore sur les questions. N'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat, on y viendra à la fin. Et de scanner le QR code qui va apparaître. C'est très important pour nous de recevoir en fait vos avis sur la qualité de service qu'on peut vous offrir en tant que salle des marchés de Tijari Wafa Bank. Ça va nous aider à nous améliorer et répondre au mieux à vos besoins. Donc vraiment, n'hésitez pas à répondre à cette enquête de satisfaction. Alors, Lamia, rebonjour. Bonjour. On va entamer la partie marché taux d'intérêt et pour ça, on aimerait bien comprendre un peu le mode de fonctionnement du marché des bons du Trésor. Si tu peux nous donner des éléments de compréhension, s'il te plaît. Donc, le marché obligataire, c'est tout simplement le marché où des acteurs comme le Trésor, les établissements publics, les banques ou encore les entreprises vont émettre des titres qui ne seront par la suite achetés par des investisseurs institutionnels tels que les OPCVM, les caisses de retraite ou encore les assurances en contrepartie d'un rendement. Et donc derrière ce marché, il existe un principe assez simple qui consiste à ce que lorsque l'émetteur émet des titres, il s'engage à rembourser un capital à échéance et à verser des intérêts qu'on appelle coupons aux investisseurs ayant souscrit à l'émission. Donc derrière, ou plutôt ce marché est structuré autour du bon du Trésor qui constitue la référence en matière de taux d'intérêt, et ce à travers la courbe des taux qui va permettre de conditionner l'ensemble des conditions de marché de l'ensemble des personnes qui vont lever sur le marché. Et donc ces taux restent quand même influencés par, et avant tout par le taux directeur de Banque Maghreb qui marque le point de départ du niveau des taux dans l'économie. Tu peux nous donner aussi des éléments sur ce qui s'est passé durant l'année 2025 et le début 2026 sur ce marché? Donc en 2025, on a assisté à une détente des taux qui s'explique par un assouplissement de la politique monétaire de Banque Maghreb et vers la fin 2025 par une remontée des taux due à une situation moins confortable du Trésor. Et cette hausse des taux s'est poursuivie sur l'année 2026 avec plus de volatilité en fonction du contexte national et international. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe 3 facteurs fondamentaux qui vont influencer le marché des taux et qui sont le besoin de financement du Trésor, la politique monétaire de Banque Maghreb et le cash disponible sur le marché. Et c'est donc l'interaction de ces 3 facteurs qui va driver les taux à la hausse ou à la baisse. D'accord. Il y a également un autre marché en fait qui est relié à ce marché des bons du Trésor, c'est le marché de la dette privée. Explique-nous en quoi il consiste et comment on peut comprendre tous les tenants et aboutissants de ce marché qui est en plein essor aujourd'hui. Donc le marché de la dette privée, c'est le financement sous format de dette levée directement sur le marché par les entreprises en complément du crédit classique, du crédit bancaire classique. Donc concrètement, les entreprises vont se diriger directement vers le marché afin d'emprunter des fonds. On a assisté durant ces dernières années à une réelle évolution du marché de la dette privée, puisqu'on compte actuellement un encours de plus de 400 milliards de dirhams, ce qui prouve qu'il s'agit d'un mode de financement bien installé. Et donc cette dynamique va s'expliquer essentiellement par 2 facteurs fondamentaux et qui sont plutôt par 2 parties essentielles qui sont d'une part les émetteurs, donc qui sont à la recherche d'une diversification de leurs sources de financement et d'autre part les investisseurs qui sont à la recherche de placements plus rémunérateurs que le bon du Trésor. Et c'est justement le marché de la dette privée qui va apporter ce surplus de rendement qu'on appelle prime de risque. Et donc le résultat, c'est un marché qui gagne en maturité et en profondeur. Bien évidemment, les investisseurs cherchent aussi à diversifier leur investissement, donc leur univers de placement. Et donc la dette privée est une vraie source de diversification aujourd'hui parce qu'elle offre différentes signatures, différents risques de crédit avec différentes rémunérations. Je voudrais rajouter une dernière chose, Loubaba, c'est que le marché de la dette privée, ce n'est pas un marché de niche. C'est une solution qui est à la portée des entreprises et qui peut les accompagner dans leur développement et qui reste complémentaire, comme je le disais, au crédit bancaire. Tout à fait. Donc, alors, si une entreprise veut accéder à ce marché, il y a différents instruments. Si tu peux un peu les identifier, expliquer à notre audience quel instrument, pour quel besoin et pour quel type d'entreprise.
Donc effectivement, il existe une panoplie d'instruments disponibles sur le marché en fonction des besoins des émetteurs et de leur horizon de placement. Tout d'abord, on a les titres de créances négociables qui sont des instruments à court terme et qui vont venir pour pallier à des besoins de trésorerie ou de financement de l'exploitation. À titre d'exemple, on a les corporates qui émettent des billets de trésorerie et qui vont, comme je le disais, financer l'activité quotidienne de l'entreprise. Après, on a les obligations qui sont des instruments à moyen ou long terme et qui vont intervenir afin de financer des projets ou restructurer de la dette selon des maturités variées et selon une structuration dédiée et adéquate à l'émetteur. Et les maturités peuvent aller très loin jusqu'aux 30 ans. Tout à fait. D'accord. Et enfin, la titrisation, qui est un instrument un petit peu plus structuré et qui consiste à transformer des actifs comme des créances en titres financiers. C'est tout simplement émettre un titre avec un adossement dessus. Et donc, la diversité de ces instruments c'est une solution ciblée qui va toucher plusieurs profils d'investisseurs et plutôt d'émetteurs selon leurs besoins. D'accord. Et donc l'accès quand même à ce marché est structuré. Il doit passer par certaines étapes avec certaines conditions. Donc si tu peux nous en dire plus, expliciter comment et avec qui faire et accéder en fait à ce marché. Ouais. Donc l'accès au marché de la dette privée peut sembler complexe. Mais il s'agit d'un processus bien rodé, un processus assez maîtrisé. Donc, dans un premier temps, l'entreprise va analyser sa situation financière, elle va déterminer ses besoins de financement, sa capacité de remboursement. Donc, l'objectif sera de ressortir avec une opération claire, cohérente. Par la suite, elle va s'entourer de conseils comme Etijari Finance Corp, qui va l'accompagner dans le suivi de l'ensemble du processus de l'opération, le suivi avec l'autorité de marché de capitaux. Et en parallèle, les équipes de placement au sein de la salle des marchés vont définir les critères ou plutôt les caractéristiques de l'émission, à savoir le taux, le montant, les modalités de remboursement, etc. S'ensuit une phase de documentation. Et donc, un document est préparé. Il va nous donner un ensemble d'éléments sur l'entreprise et l'opération, des éléments qui mettent en avant la transparence de l'entreprise. Et ce document sera soumis à l'autorité de marché de capitaux qui va en valider sa conformité et délivrer un visa ou une non-objection en fonction du mode de placement. Donc en parallèle, il peut y avoir des allers-retours avec les investisseurs et ce afin de ressortir avec une opération attractive pour l'ensemble des parties, que ce soit l'émetteur ou l'investisseur. Et enfin, l'opération est lancée, le placement est fait, les investisseurs souscrivent, la location est faite et intervient le règlement livraison. Et donc l'ensemble de ces étapes sont également effectuées par les équipes de placement au sein de la salle des marchés. D'accord. Donc en fait, le processus d'intégration à ce marché n'est pas difficile, il suffit juste d'être bien conseillé et bien suivi et dans le conseil et dans le placement. Et donc on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant cet élément. Vous pouvez nous contacter directement ou vous adresser à votre chargé d'affaires de Tijari Wafa Bank. On est là pour répondre au mieux. L'équipe Corporate Trading est à votre disponibilité encore une fois. Donc je vais essayer de prendre quelques questions. N'hésitez pas, vraiment, c'est important pour nous de recevoir vos questions. Ça nous permet aussi de détecter quelles sont les zones d'ombre auxquelles on peut répondre, que ce soit aujourd'hui ou demain directement. Donc, n'hésitez pas, on essaiera d'en prendre 2 ou 3 et répondre brièvement pour un peu répondre aux questionnements des téléspectateurs. Ensuite, encore une fois, n'hésitez pas à scanner le QR code de l'enquête de satisfaction. Vraiment, c'est un élément important pour nous développer, nous améliorer. Donc, je vais essayer de voir les questions. Alors, j'ai une question sur, très précise, parce que j'imagine que l'opérateur qui est derrière utilise les produits de couverture. Il nous pose la question concernant les documents d'adossement. Est-ce qu'ils sont nécessaires et ils sont de quel type et pourquoi ils sont exigés? Et donc ça s'adresse à toi, Younes. D'accord. Alors, aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on met en place une couverture de change, donc l'Office d'échange, sur ses instructions,
demande à ce qu'il y ait justement un adossement donc, par rapport à cette couverture, donc un document. Donc ça peut être un document commercial, comme une facture, un bon de commande, le contrat ou l'engagement d'importation. Ça peut être aussi une attestation du commissaire aux comptes qui donne la possibilité de couvrir à hauteur de 25% de la moyenne des trois derniers exercices. Voilà, donc attestation du commissaire aux comptes, facture, bon de commande, engagement d'importation ou contrat. Contrats, notamment les contrats d'emprunt et de prêt pour tout ce qui est opérations financières. Et il faut aussi préciser peut-être que ces documents doivent être présentés en amont parce que c'est une exigence de l'Office d'échange pour prouver que ce sont des opérations réelles qui vont avoir lieu et non pas de la spéculation, qui est un élément vraiment important pour l'Office d'échange. Alors, il y avait une autre question aussi avant qui portait sur la diversité des produits que tu as décrits. Quels étaient ceux qui étaient le plus utilisés et aussi comment en fait le client peut choisir ou peut adapter le produit à son profil? Alors, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de produit le plus utilisé, mais on a un produit qui est classique, que tout le monde utilise, que ce soit importateur ou exportateur, c'est le spot. Donc, le spot, c'est acheter au jour. Comptant, absolument. Voilà. Ensuite, on a les opérations de couverture, donc les produits à terme, soit le change à terme, ou bien les différentes stratégies optionnelles. Maintenant, ce qu'il faut bien sûr prendre en compte pour mettre en place et choisir quel est le bon instrument, c'est d'abord savoir quelle est son exposition, quel est son cours cible, donc le cours que je veux challenger, et également son appétit pour le risque, puisque chaque stratégie a un scénario qui est différent à l'échéance. Donc, avec ces éléments-là, et bien sûr, il faut être proactif, c'est-à-dire que le plus tôt on met en place cette couverture de change, le mieux c'est, et bien à ce moment-là, on pourra mieux gérer son risque de change. Bien entendu, on reste à disposition de tous les clients pour mettre en place des simulations sur les différentes stratégies. Et pour expliquer plus amplement et plus en détail les produits, il faut savoir que chaque produit est adapté différemment à chaque client, selon ce que disait Younes, selon son profil de risque, selon sa capacité à prendre des risques sur telle opération ou une autre, et sur sa compréhension aussi de son activité. Quels sont les cours et qu'est-ce qu'il essaye de battre comme cours pour avoir un solde change positif. Donc vraiment, on est à votre disposition, que ce soit en direct ou via vos chargés d'affaires. N'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'on arrive à la fin de notre émission Market Insight. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous serez là parmi nous lors de la prochaine séance qui sera Inch'Allah prévue en septembre. Si vous avez besoin qu'on réponde à des questions, je réitère, vous nous contactez, que ce soit directement ou via votre centre d'affaires. On est là à votre disposition pour vous parler de la salle des marchés, vous expliquer comment fonctionnent les marchés sur lesquels on opère, vous donner aussi les process pour intégrer la salle et avoir les solutions de couverture. Vraiment, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Et le QR code encore, merci de le scanner et merci de répondre aux questions. Merci à tous, merci à Younes, merci Lamia et à très bientôt pour une nouvelle édition de Market Insight.